Bonjour à tous, comme tous les jours à la même heure, c'est l'heure du thé et de Point de Vue. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous en direct sur Figaro Live. 4 sujets qu'on va découvrir en images tout de suite. L'évasion de Redouane Faïd, spectaculaire par hélicoptère. Ce délinquant condamné pour un braquage raté et entraîné la mort d'une policière municipale. Cette évasion continue de faire des vagues. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, est-elle responsable? Doit-elle démissionner? On se posera la question. On parlera aussi de la Seine-Saint-Denis. 14 élus de ce département envoient une lettre de détresse au Premier ministre. C'est le Figaro qui le révélera demain dans son édition quotidienne, mais dont on vous parle dès ce soir. La Seine-Saint-Denis est-elle abandonnée? Est-elle fichue compte tenu de la gravité de la situation? On se posera la question. On va parler aussi de biodiversité à l'instant même. Nicolas Hulot, le ministre d'État chargé de l'écologie et donc de la biodiversité, propose un plan ambitieux, un de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On le demandera à nos invités. Si eux, ils étaient ministres, quelles mesures prendraient-ils pour ce sujet qui nous concerne tous, mais dont tout le monde se fout? En tout cas, c'est ce que dit Nicolas Hulot, c'est pas moi. Et puis, nous parlerons de la fronde des élus locaux, en tout cas de leurs associations, qui refusent de se rendre à la conférence nationale des territoires organisée par le Premier ministre. Ont-ils raison de se plaindre ou crient-ils avant d'avoir mal? Vous nous donnerez votre point de vue. Bonsoir Mathieu Souquier. Ravi de vous accueillir. Vous êtes membre associé de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes un ancien conseiller de Myriam El Khomri, ministre du Travail du quinquennat d'Hollande, qui a donné son nom à la loi bien connue. Fergan Aziari, bonsoir. Vous êtes journaliste, analyste en politique publique. Vous êtes un collaborateur de l'IREF, le think tank libéral. Vous définissez comme un peu comme un libéral libertaire, on peut dire ça comme ça? Libéral classique, j'aime bien. Libéral classique, presque comme Jacques de Guibon, mais pas tout à fait quand même. Non, pas du tout. Pas du tout, dit-il, je vous taquinais, car je m'en doutais. Vous êtes le directeur de la rédaction de L'Incorrect, site internet et magazine, dans lequel s'expriment toutes les tendances de la droite. Votre dernier numéro nous met en couverture un magnifique coq, et c'est titré « Ces Français qui ont fait la France ». Et puis Karl Meus est là aussi. Bonsoir Karl. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine. Votre dernier livre, François Hollande, le président du temps perdu, on est un peu dans la nostalgie ce soir, a été publié aux éditions Stock. Voilà, on reparle de l'évasion de Redouane Faïd. Cette évasion, elle date de dimanche, mais on a appris, grâce au Figaro d'ailleurs, que l'administration pénitentiaire avait demandé le transfert de ce délinquant qui s'était déjà évadé, sauf que ça s'est perdu dans les arcanes administratives et l'administration centrale a dit pas avant septembre. Donc de toute évidence, il y a des dysfonctionnements. Est-ce que la ministre de la Justice doit en tirer les enseignements et démissionner? C'est la question que notre consoeur Elisabeth Martichaud lui a posée ce matin sur RTL, et voici sa réponse. Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment pas le bon moment. Nous sommes face à une situation qui est grave. Je crois qu'une évasion hors norme comme celle qui s'est produite, c'est un événement grave. Il faut réagir non pas avec des postures comme je peux l'entendre parfois, mais au contraire avec calme et avec fermeté. Mathieu Souquier, vous avez été collaborateur d'un ministre. À quel moment est-ce qu'un responsable gouvernemental est responsable de ce qui se passe dans sa sphère de compétences, responsable au point de devoir démissionner s'il y a eu un dysfonctionnement? Il est déjà responsable quand il ne surréagit pas à l'actualité et quand il ne mène pas une politique du fait divers. C'est-à-dire qu'on avait été habitué, en particulier sous le mandat de Nicolas Sarkozy, à avoir chaque jour, dès que l'actualité produisait un fait divers, une réaction politique qui se voulait d'envergure majeure, etc., avec éventuellement même un texte de loi soumis au Parlement dans les 15 jours. Et on voit bien qu'en fait tout cela permettait d'agiter, d'amuser la galerie, mais en aucun cas de produire de l'efficacité en matière de politique publique. Et alors là, moi, j'ai pas évidemment d'avis sur le sujet. La ministre a pris la décision qu'il fallait prendre, qui consiste à lancer une inspection pour faire la lumière sur toutes les défaillances éventuelles du système. Je note juste qu'il y a 65 000 ou à peu près détenus en France, je crois, et que le nombre d'évasions de ce type est évidemment même pas résiduel, marginal. Par définition, c'est un événement exceptionnel, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faille derrière penser le système pénitentiaire en fonction de ce que révèle un événement comme celui-ci qui ne me paraît pas être représentatif. Ensuite, évidemment,
tout doit être pris, toutes les mesures doivent être prises pour garantir la sécurité des personnels. Voilà, ça, on est tous d'accord là-dessus. Je crois ce point de vue est consensuel. Alors, cette émission est la vôtre, donc vous vous exprimez évidemment sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur Twitter. Jusqu'à présent, vous êtes plutôt favorable à une démission de Nicole Belloubet, c'est ce que nous dit Chantal, une incarcération même. Daniel ou encore Jacqueline. Non. Richard sur le Figaro.fr nous dit dans le fond, c'est le personnel pénitentiaire qui va devoir assumer les conséquences de cette évasion. Jacques de Guidbon, votre point de vue sur ce sujet? Nicole Belloubet doit-elle démissionner? Non, moi je pense pas. J'ai pas de sympathie particulière pour elle, mais c'est pas parce qu'un détenu s'évade, mais dans des conditions rocambolesques comme celle-ci, qu'un garde des Sceaux doit démissionner. Je pense que c'est un peu absurde. En revanche, il y a un vrai problème dans le système pénitentiaire qu'on vient de remettre au goût du jour. Si vous regardez dans cette prison là de Réau, je crois que vous avez 300 gardiens pour 450 ou 500 prisonniers longue peine. Donc c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de gardiens. C'est un centre de détention ultra moderne. Il y a quand même beaucoup de gardiens, donc on se pose la question de pourquoi ça a pu se passer alors qu'il y a tant de gardiens que ça. Et puis après, voilà, on sait qu'il y a une surpopulation carcérale de manière générale. Je crois que c'est 70 000 même qu'on a aujourd'hui de personnes incarcérées pour 50 000 places. Après, le ministre a lancé, comme toujours, un plan de création de places de prison. On attend de voir quand est-ce que ça arrivera, si ça arrive un jour. Mais là, en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit de sa responsabilité ou de son fait, cette évasion, quoi. Ouais. Est-ce que c'est aussi votre avis, Fergan Aziari? Je ne pense pas qu'on puisse parler de faits divers quand on a une évasion aussi spectaculaire que celle-ci. Alors je ne sais pas si Mme Belloubet doit démissionner. En revanche, effectivement, elle est à la tête de l'administration pénitentiaire, donc elle doit rendre des comptes, inévitablement. Moi, j'aurais aimé que le Parlement se saisisse peut-être de plus de cette question, parce qu'on a effectivement missionné un corps d'inspection pour établir les responsabilités et voir les dysfonctionnements entre les services déconcentrés de l'État et l'administration centrale. C'est aussi, je crois, le rôle du Parlement de surveiller l'administration et donc les organes du gouvernement, voir quel est le responsable, s'il y a un responsable de cette défaillance, et le sanctionner si c'est un haut fonctionnaire, un responsable politique ou la ministre. Dans ce cas-là, il faut mener l'enquête. Karl Meus, finalement, qu'est-ce qui pousse un ministre à devoir démissionner? C'est sa responsabilité objective ou c'est la pression médiatique et politique? C'est de plus en plus la pression médiatique. On est bien loin de l'époque, vous vous souvenez, alors c'était pour d'autres circonstances, d'un Jean-Pierre Chevènement qui dit un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et lui, il avait enchaîné les démissions, parce qu'à à peu près dans chaque gouvernement auquel il a participé, il a fini par partir. Mais c'était plus pour des raisons de désaccord de fond que de bourde ou de faute commise. Voilà, alors, en l'occurrence, il n'était pas ministre de la Justice, donc il n'aurait pas eu ce cas-là à traiter. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce qu'elle dit ce matin, parce qu'elle dit... C'est pas le moment de démissionner, mais c'est pas ça l'argument en réalité qu'elle aurait dû utiliser, parce que c'est pas la bonne raison. Voilà, ce que vous avez tous dit, c'est-à-dire elle va pas démissionner dès qu'il y en a un qui prend la poudre d'escampette, parce que je pense qu'à ce moment-là, on aurait eu beaucoup de ministres de la Justice qui auraient dû démissionner, à commencer, je ne sais pas si vous vous souvenez, par Christiane Taubira, qui le jour où elle a été nommée, c'était pas du tout de son fait, d'ailleurs c'était l'administration, avait organisé un match de basket et il y en avait une partie qui en avait profité pour s'enfuir. À peine était-elle arrivée que voilà, déjà on observait des dysfonctionnements. Elle n'était même pas encore en place, que déjà c'est le laxisme. Mathieu nous dit, avec une ironie mais assez intéressante, si une enseigne d'une chaîne de magasins se fait braquer, le PDG de cette chaîne doit-il démissionner? Donc effectivement, ça pose le sujet de la responsabilité directe. Il y a un point connexe qui a été abordé par Jacques de Guidbon, c'est le nombre de places de prison qui doivent être construites. Emmanuel Macron avait dit pendant la campagne présidentielle qu'il voulait en construire 15 000, puis finalement ça risque d'être beaucoup moins, comme le rappelle un peu perfidement, mais c'est normal, le député républicain des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Où sont les places qui devaient être construites par M. Macron? On nous a annoncé 15 000 places sur le quinquennat, c'est aujourd'hui 7 000, rien n'est fait. La garde des Sceaux est venue dans mon département, elle a supprimé la construction d'une prison à Saint-Laurent-du-Var. La réalité, elle est là. Il n'y a pas le courage de se donner les moyens dans une grande loi de programmation. Donc le sujet n'est pas Mme Belloubet? Je ne personnifie pas le problème. Je dis que le gouvernement, globalement, n'a pas pris la mesure de ces enjeux. Est-ce qu'on peut dire, Jacques de Guidbon, que ce gouvernement est un peu mal à l'aise quand on est sur le sujet de la répression? Pour l'instant, j'ai pas l'impression, puis ça fait quand même assez peu de temps qu'ils sont au pouvoir, donc on ne peut pas savoir combien de places de prison ils construiront. Je ne suis pas sûr que sous Sarkozy, ils en aient construit beaucoup aussi. Je ne sais plus, mais enfin bref, M. Ciotti devait être assez proche du pouvoir à cette époque. Enfin, et lui, après, c'est son fonds de commerce, de toute façon, les places de prison. Non, je n'ai pas l'impression, enfin, par rapport au gouvernement précédent, qui lui avait très peur de la répression, je trouve qu'on est plus dans un rééquilibrage et un peu plus de courage, à mon avis, que de manière précédente.
Donc vous êtes indulgent. Mathieu Souquier. Non, mais c'est en comparaison en fait. Ouais. En matière de taux d'incarcération, et je renvoie aux travaux notamment de l'Observatoire international des prisons, en matière de taux d'incarcération, la France a longtemps été en dessous de la moyenne européenne. Pas très loin en dessous, mais en dessous de la moyenne européenne. Depuis les politiques qui ont été menées depuis une quinzaine d'années, grosso modo, non seulement la France a rattrapé son retard, mais la France a un taux d'incarcération supérieur à la moyenne. On met plus en prison en France que chez les pays voisins. Pourtant, je crois que Mme Taubira avait cassé la peine plancher, etc., qui fait que des gens peuvent rester, quand ils sont condamnés à 2 ans de prison, restent en liberté. En fait. Il n'empêche que, et même si effectivement un certain nombre de partis politiques, en fait, philosophiquement poussent des peines de substitution, etc., il n'empêche qu'aujourd'hui, en fait, on n'a jamais autant incarcéré en France qu'aujourd'hui, et il y a même une forme de consensus droite et gauche, ce qui est quand même assez savoureux, alors qu'on fête le 50e anniversaire de mai 68. Il y a aujourd'hui un consensus pour, en fait, construire toujours davantage de places de prison. Or, les études démontrent aussi que plus on construit des places de prison, plus on incarcère des gens. En fait, c'est une tautologie, mais derrière la justice elle-même, sachant qu'elle a des places, elle a des lits, comme on dirait à l'hôpital, elle condamne à la prison des gens qui, en réalité, pourraient bénéficier, entre guillemets, de peines différentes. Et on a aussi en France un chiffre qui fait réfléchir, on a 30% des détenus qui sont en fait en détention provisoire. Et la surpopulation carcérale, elle tient beaucoup à cela parce que 30% de détention provisoire, pour le coup, c'est très supérieur à ce qu'est la moyenne européenne, qui est de 20%. Et donc là, il y a probablement matière à réflexion. On développe très peu les travaux d'intérêt général qui avaient été lancés par Robert Badinter il y a déjà longtemps, mais que le gouvernement Macron a dit vouloir d'une façon ou d'une autre faire revivre. C'est probablement une piste intéressante, tant en matière de gestion de la population carcérale que de réintégration des détenus une fois qu'ils sortent. Car c'est probablement la question essentielle, en fait, que celle de leur réintégration une fois qu'ils ne sont plus en prison. Carl, je crois que les chiffres donnés par Éric Ciotti ont été confirmés par la garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au nombre de places de prison prévues, il s'en construira la moitié. On avait dit 15 000, ce sera plutôt 7 000. Et pourtant, il n'y a pas vraiment d'attaque sur le gouvernement là-dessus. C'est pas un angle de critique de l'opposition. Une forme de laxisme, comme on l'a dit beaucoup pour Christiane Taubira, encore elle. Parce que ce sont des problèmes budgétaires. Très simple, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire, comme De Gaulle sauter sur l'Europe comme un cabri, et dire construire des places de prison, c'est bien, sauf qu'à un moment, il faut faire le coût de cette construction. Et si vous dites d'un côté, il faut désendetter l'État, respecter l'équilibre budgétaire, mais de l'autre côté, vous dites qu'il faut construire des prisons, il y a un moment, il faut faire un équilibre. Ce qui est intéressant dans la stratégie des Républicains, c'est qu'ils n'appellent plus à la démission de ministres comme ils avaient pu le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, sous Jean-François Copé, c'était à chaque fois qu'il y avait un peu un problème, Taubira, démission, etc. Et au fond, ils ont vu la limite de l'exercice, c'est-à-dire que certes, on se fait plaisir, et on fait plaisir peut-être à une partie de l'électorat, mais d'un autre côté, de toute façon, la personne ne va pas démissionner et ne sera pas poussée à la démission par le président ni le Premier ministre, et donc ça montre une sorte d'impasse de l'opposition. Et donc là-dessus, il y a des leçons qui ont été tirées par Wauquiez et par Éric Ciotti. On ne demande plus, vous avez vu, on ne fait plus ça nominativement, on ne demande plus la démission. Alors que Marine Le Pen, elle, a demandé la démission de Nicole Belloubet. Fergan Aziari, est-ce que la solution, c'est la construction de prisons privées où il y a eu des initiatives de ce type en France sous un garde des Sceaux il y a quelques années déjà maintenant. C'est vrai, mais il s'appelait Albin Chalandon. Dans certains pays, aux États-Unis, en Australie, on délègue au secteur privé la construction de prisons. Mais je voudrais rebondir un instant sur la question budgétaire, parce que je trouve que la question budgétaire n'est pas suffisamment mise en avant, et surtout, elle pose la question, à mon avis, de la nécessité de recentrer l'action de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un pays qui dépense donc 57%, donc il y a une dépense publique qui s'élève à 57% du PIB. Cela pose la question de la rationalisation de la dépense publique. Est-ce qu'on privilégie un État qui dépense davantage dans la redistribution et la protection sociale, ou est-ce qu'on se concentre davantage sur les missions essentielles du monopole de la force qui définit l'État, à savoir les fonctions régaliennes, la police, la justice, l'armée. Et quand on voit à quel point les fonctions régaliennes aujourd'hui sont délaissées par rapport à d'autres missions de services publics qui pourraient être, elles, donc déléguées au secteur privé, ça interroge, à mon avis, la nécessité de rationaliser davantage les deniers publics.
Quelques points de vue d'internautes. De toute façon, il faut payer. Quel que soit le gestionnaire, de toute façon, il faut payer. Oui, mais dans un pays avec 57% de dépenses publiques, on peut se demander s'il n'y a pas quelques postes qui pourraient être... En cela, les Français sont pétris de contradictions, puisque certes, on veut limiter la dépense publique, et on se répète depuis des années qu'en France, la dépense publique est trop élevée, mais on veut effectivement construire plus de prisons, mais on veut effectivement des hôpitaux qui accueillent plus, qui accueillent mieux, qui soignent mieux, etc. nos parents. On veut des écoles qui accueillent nos enfants en leur prodiguant le meilleur service public de l'éducation possible. Et je me permets juste quelque chose là-dessus, c'est assez intéressant. La Fondation Jean Jaurès, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, a publié il y a quelques semaines une étude sur les attentes de Français vis-à-vis du monde pénitentiaire, en fait. Et cette enquête révélait quelque chose de tout à fait troublant et intéressant. Les Français ont pleinement conscience du fait que le système pénitentiaire aujourd'hui offre des conditions d'accueil aux prisonniers relativement indignes. Et ça ne les choque pas. C'est-à-dire que la privation de liberté, d'une part, et des conditions de détention relativement hostiles, ça fait partie en fait de la peine. Et il y a de ce point de vue-là, dans l'opinion, en fait, quelque chose qui s'est durci. Sur 50 ans, c'est très net. La privation de liberté, c'est l'élément qui, aujourd'hui, est déterminant aux yeux des Français, là où, autrefois, la réinsertion des détenus, une fois leur peine purgée, était la priorité. Voilà. Ce qui choque, c'est quand on apprend qu'il y avait des portables, que Rayyan Faïd avait un portable et qu'on a un autre détenu qui, lui, a pu filmer et diffuser sur les réseaux sociaux l'évasion. Absolument, ce sont les images qu'on est en train de vous projeter. Quelques points de vue d'internautes. Lolo sur le Figaro.fr, la ministre n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il y a un dysfonctionnement entre l'administration et Nicole Belloubet. Et Maxime qui nous dit, la question est, que fait-elle avec son ami Collomb, le ministre de l'Intérieur, pour que les choses s'arrangent? Et les internautes du Figaro sont assez partagés sur ce sujet, puisque c'est la question du jour sur le Figaro.fr. Et il y a une majorité réelle, mais quand même assez courte, puisque c'est 52%, qui considèrent que Madame Belloubet n'a pas à démissionner. On passe à un autre sujet. Le Figaro de demain révélera, mais nous le faisons en avant-première, une lettre envoyée le 14 juin dernier par des parlementaires de tous bords, à l'exception de ceux de La République En Marche, des parlementaires élus de Seine-Saint-Denis au Premier ministre, pour se plaindre de l'abandon dans lequel est leur département. Ils décrivent une situation assez terrible, avec un très grand nombre d'immigrés clandestins, avec des difficultés sociales, avec un taux de chômage très élevé, avec des problèmes culturels du fait d'une forte immigration et d'enfants de l'immigration, tout à fait légale celle-là. Écoutez ce que disait Philippe Daillet, il est sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis, c'était il y a quelques jours au Talk du Figaro. Et ça fait un moment qu'il y a le feu en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, on ne parle plus de quartier, dans une commune, on parle d'un département. À l'échelle de combien ? Il y a probablement 2 millions d'habitants en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire 3 ou 400 000. Oui. Moi, il y a 10 ans, un préfet m'avait dit ça, il y a à peu près 300 000 clandestins dans le département. Nos collègues députés qui ont rendu le rapport disent entre 2 et 400 000. L'État n'est même pas capable de savoir combien il y a d'habitants dans ce département. Fergan Naziari, la situation est tellement détériorée qu'on se demande même si ce département il n'est pas entre guillemets fichu, c'est-à-dire que si l'action publique ne peut plus rien faire aujourd'hui. Je ne serais pas aussi pessimiste. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes à identifier. Il y a le problème d'une part donc, de la pauvreté, donc du chômage, donc c'est le problème social, le problème économique. Et ça, alors je vais pas vraiment vous surprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la problématique donc, de développement économique qui intéresse la Seine-Saint-Denis, elle est analogue aux problèmes nationaux, à savoir pour réduire le chômage, il faut prendre les mesures à savoir, on le sait, ouvrir le marché du travail. Ça n'a pas été suffisamment fait. On est ici dans un département où la proportion de population faiblement qualifiée est très élevée par rapport à la moyenne nationale. Ça implique donc des réponses beaucoup plus ambitieuses que ce qui a été fait jusqu'à maintenant avec les ordonnances de M. Macron l'année dernière. Et sur le volet sécuritaire, là, je pense qu'on est face à un autre problème, c'est-à-dire qu'on accuse beaucoup le trafic de drogue d'être au centre effectivement de tous les problèmes de criminalité, ce qui est vrai, mais on n'interroge pas les facteurs institutionnels qui rendent ces trafics aujourd'hui dangereux, qui font que les criminels, les organisations criminelles monopolisent le commerce de drogue. Et la solution qui a été adoptée dans plusieurs pays dans le monde, notamment aux États-Unis, pour neutraliser les cartels, neutraliser les groupes mafieux, c'est la légalisation du commerce légal pour justement ôter à ces cartels le monopole
monopole du commerce du cannabis notamment, mais d'autres pays. Vous savez, un pays comme le Portugal, alors il n'a pas dépénalisé la production, mais la consommation de toutes les drogues ont été dépénalisées pour ce pays-là. Vous savez, c'est un économiste libéral, Milton Friedman, qui disait quand vous regardez la guerre contre les drogues, finalement, d'un point de vue économique, c'est protéger le cartel. C'est finalement octroyer un monopole aux cartels et aux criminels. Je pense que plutôt que de déverser toujours plus d'argent public pour une lutte qui est vaine, pour une guerre qu'on ne gagnera jamais, il est temps de se poser la question de la rationalisation, là encore, de la politique criminelle et de désengorger les forces de l'ordre, les tribunaux, pour les concentrer sur des missions, pour les affecter sur des missions beaucoup plus utiles, plutôt que de pourchasser une industrie qui ne peut pas être éradiquée, en fait. Jacques de Guillebon. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec la propagande de l'IRF qui veut enlever l'État partout. Vous enlevez de toute façon... L'IRF, c'est le think tank. Si vous légalisez le trafic de drogue, les mecs font du trafic d'armes, mais dans ce cas-là, on fait quoi en fait? On laisse le trafic d'armes pour tout le monde, ou du trafic d'organes, etc. Donc il n'y a pas que le trafic de drogue qui est dedans en fait. On a le précédent des États-Unis sur... On a toujours ces mêmes discours-là. Aux États-unis, pendant la première moitié du XXe siècle, quand on a criminalisé le commerce d'alcool, on a fait naître des cartels, des groupuscules. C'est toujours la même problématique. La prohibition, tout à fait. Non mais le phénomène qui permet qui favorise l'émergence du groupuscule criminel est le même ici. Quand vous criminalisez une industrie, vous conférez des monopoles à des groupes criminels. Merci de ces précisions, Jacques de Guillaume. Je ne sais plus où on en était, mais bref. Non, mais sa méthode, c'est la fameuse phrase de Cocteau, puisque ces mystères demeurent, faisons en être l'organisateur, en fait. Donc voilà, une fois on a dit ça, on a tout réglé. Agir dans un département comme Seine-Saint-Denis. Oui, je pense, mais on peut agir à partir du moment où on coupe, où on détourne les flux, en fait, parce que les flux, ce sont tous les maires de Seine-Saint-Denis qui vous le disent. À partir du moment où ils ont assimilé des gens, il y a des flux qui arrivent tout le temps, donc ils doivent recommencer tout le temps des flux d'immigration, légale ou clandestine, et ils doivent tout le temps recommencer, remettre sur le travail le métier, et ils n'y arrivent jamais, en fait. Le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, qui est un grand ami, qui me l'explique. Donc ils pensent avoir réussi, et ils doivent recommencer encore, et parce que tous les flux d'immigration arrivent là-bas, principalement, à cause des aéroports, etc. Et puis parce que après les communautés ont tendance à s'aimanter les unes les autres. Donc ça, ce serait une solution, c'est-à-dire de détourner de les stopper en partie, déjà pour les flux clandestins, et même pour l'immigration légale, je pense qu'il faudrait diminuer, et ensuite essayer de les répartir ailleurs, de les faire aller ailleurs, parce que sinon c'est impossible en fait. C'est vraiment un travail de Pénélope, si je veux dire, ou de Sisyphe en fait. Mathieu Suquet, on atteint là les limites du vivre ensemble, non ? Dans ce département. En tout cas, c'est une problématique majeure. Je vais faire un peu de Macron et je vais être d'accord un peu avec mon voisin de gauche et un peu avec mon voisin d'en face. Il est vrai de dire que la Seine-Saint-Denis en particulier, évidemment, est un concentré de difficultés économiques et sociales auxquelles s'ajoutent des questions liées à l'immigration. Puisque effectivement, c'est l'immigration qui a créé ces problèmes économiques et sociaux. Mais... Alors, en fait, ils ne datent pas d'aujourd'hui et les populations de ces territoires-là, il y a quelques décennies, étaient françaises de souche, comme l'on dit. Elles étaient pauvres, c'était des populations, des catégories ouvrières. Il se trouve que, comme vous le disiez à l'instant, en fait, on a sans doute bien fait de mettre beaucoup d'argent dans ces quartiers parce qu'en fait, on a permis quand même à ces quartiers de survivre d'une part. Ceux qui continuent à dire on a injecté de l'argent à fond perdu et en fait, ça n'a réglé aucun problème, il est faux. Il est faux de le dire. Ça a permis, à ces quartiers de vivre et ça a permis aux populations populaires d'autrefois, pour certaines d'entre elles, d'accéder à une forme de mobilité sociale et géographique et de quitter ces quartiers. Et comme le disait Jacques à l'instant, effectivement, à chaque fois, ces populations sont remplacées par d'autres populations nouvelles, misérables, parfois venant de l'étranger, donc avec les difficultés d'insertion qui se posent quand on ne maîtrise pas la langue, etc. En revanche, donc il faut arrêter l'immigration. En revanche, il est vrai que non. Là, pour le coup, je rejoins ce que disait mon camarade d'en face. On sait aujourd'hui qu'une des mesures à prendre qui n'a rien d'irresponsable pour casser ce qui pose problème en banlieue serait, comme l'ont fait certains pays très raisonnables, de légaliser effectivement la drogue. C'était une des vertus pédagogiques du rapport Borloo que de dire il y a dans ces quartiers-là 500 000 jeunes qui tiennent le mur. 500 000 jeunes qui tiennent. Il y a par ailleurs des études qui disent 250 000 personnes vivent du trafic de la drogue. Je ne dis pas que ce sont les mêmes, mais tout le monde sait qu'il y a un croisement de ces chiffres, un recouvrement de ces chiffres. Et que ceux qui tiennent les murs sont ceux qui n'ont pas de travail, officiel. Exactement. Ou déclaré. Or, certains, on le sait, vivent de ce trafic parallèle. Vous pensez qu'ils iront travailler le lendemain, en tout cas, à partir du moment où, encore une fois, on casse cette économie parallèle, je ne suis pas d'accord avec vous, ça n'est pas un désengagement de l'État. Ça ne constitue pas un désengagement de l'État. C'est une rationalisation des moyens de l'État. C'est surtout, en fait, acter la réalité telle qu'elle se crée toutes les drogues, en fait. Comment ? Toutes les drogues. Et les pays qui ont légalisé le cannabis ou autres ne l'ont pas fait sur la base d'arguments qui relèveraient d'un hédonisme libertaire. C'est un argument sécuritaire. Avant tout, c'était des préoccupations sécuritaires.
sécuritaires qui ont conduit les populations à demander aux autorités on n'en peut plus, donc faites quelque chose, arrêtez d'entretenir toute une industrie de manière hypocrite dans la clandestinité, ce qui génère toutes les difficultés que l'on connaît. Quelques points de vue d'internautes. Arnaud qui nous dit, ne doit-on pas raser et reconstruire ces quartiers et y mettre plus de mixité culturelle, point d'interrogation. Lolo nous dit, il y a un problème culturel mais l'État ne veut pas l'admettre. Johan nous dit, il faut un quota d'immigration et s'y tenir. Et la gauche, c'est peut-être un pseudonyme vu ce qui suit, moins d'aide sociale, moins d'immigration et plus de police, c'est la seule solution. Karl Meus, cet appel au secours des parlementaires de Seine-Saint-Denis, c'est un peu une réponse à l'enterrement du plan Borloo par le président de la République. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir l'origine des parlementaires, parce qu'il y en a certains qui viennent de la France insoumise. On sait qu'ils sont assez nombreux à avoir été élus en 2017. Il y en a de l'UDI. Clémentine Autain, Alexis Corbière, voilà. Marie-Georges Buffet, qui est communiste. Qui est communiste. Il y a Jean-Christophe Lagarde de l'UDI. On a entendu un membre des LR. Donc Daillé. On voit qu'ils sont d'accord sur le constat. Je doute qu'ils soient d'accord sur les réponses. Il y a certains noms qui... Enfin, on voit bien aussi ce qu'ils ont fait en matière de communautarisme. Je ne suis pas sûr que c'est de clientélisme. Exactement. Je ne suis pas sûr que ce soit les réponses qu'attendent un certain nombre de parlementaires des Républicains. Après, ce qui peut... Des noms. Vous les aurez reconnus. Après, ce qui peut... Ce n'était pas forcément la solution, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réflexion qu'ont un certain nombre de candidats, notamment potentiels à la mairie de Paris, et dans la réflexion qu'a Emmanuel Macron sur le Grand Paris. Et que ce soit chez les Républicains ou chez les élus de La République En Marche, ils pensent à fusionner les 3 départements limitrophes de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, avec Paris. Ça s'appelait la Seine, en fait. Reprendre, en fait, cet ancien département. Ça ne réglerait peut-être pas tous les problèmes, mais du coup, on ne dirait pas la Seine-Saint-Denis, mais au fond, ça ne concerne pas, c'est un autre endroit, c'est un no man's land, c'est loin de chez nous. Non, ça serait le même département, et peut-être que du coup, on y mettrait plus de moyens, parce que ça concernerait les gens qui se verraient appartenir au même schéma. Et on y réintroduirait peut-être davantage de mixité sociale, puisqu'on sait quand même que ces effets de ghetto sont très difficiles derrière à gérer. Mais ensuite, c'est très compliqué. Il se trouve que j'ai un dossier très épais. J'ai travaillé avec Myriam El Khomri, certes, mais j'ai aussi travaillé à la mairie de Paris, du temps de M. Delanoë. Et il y avait une politique très offensive en matière de logement et de logement social qui visait notamment à rééquilibrer les choses au plan territorial. Quand on voit comment, aujourd'hui encore, il est très compliqué en fait, de mener une opération immobilière d'installation de logements sociaux dans le 16e arrondissement, où vous avez du jour au lendemain, dès que le projet émerge en fait une levée de boucliers de riverains, de voisins, etc., qui ne veulent surtout pas que la porte de la Muette ou la porte de Saint-Cloud, havre de paix, soit polluée entre guillemets par l'arrivée de personnes qu'on juge absolument infréquentables et dont on dit qu'elles ne pourront jamais s'intégrer à la porte de la Muette parce que le Daily Monop en bas est beaucoup trop cher. Donc c'est très très compliqué en fait d'installer l'idée que notre dessein collectif, c'est précisément d'aller vers davantage de mixité sociale pour avoir une vie collective un peu plus douce. Quand on voit la description qui est faite de la vie en Seine-Saint-Denis, y compris par ses élus, on peut comprendre peut-être les réticences de gens qui disent on va voir arriver des populations qui ne sont pas assimilées, qui posent des difficultés spécifiques, par exemple à l'école, parce que quand vous avez trop d'enfants qui maîtrisent mal le français, enfin, c'est peut-être pas uniquement du racisme ou du snobisme du 16e de dire ça. Mais parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a zéro mixité sociale. Il y a zéro mixité sociale en Seine-Saint-Denis, il y a zéro mixité sociale à la porte de la Muette. Vous avez à l'inverse des villes ou des quartiers où la mixité existe, la mixité vit, elle n'est pas synonyme de tirer les enfants vers le bas à l'école, elle n'est pas synonyme de chômage de masse, elle n'est pas synonyme d'insécurité. Encore une fois, c'est une question de proportion. Après, je ne sais pas ce que vous appelez mixité sociale en l'occurrence, mais vous voulez dire mixité culturelle. La loi fixe un seuil en termes de logement social, par exemple. La loi fixe un seuil. Voilà. Mais il y a des tas de communes qui refusent. Vous avez des logements sociaux à Paris qui sont des grands immeubles dans lesquels on entasse les mêmes populations en fait, et vous recréez le même ghetto dans des arrondissements centraux. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est la politique de Delanoë en fait, dont vous parliez tout à l'heure. Non, je pense. J'en connais des exemples assez proches en fait, et ça se passe comme ça. Je suis prêt à en discuter précisément avec vous. Bien sûr, on en parlera après. Je pense qu'il y a une méconnaissance du dossier. Il y a des propositions qui sont faites par les auteurs de cette lettre, Le Figaro en parle demain, qui dit si on veut identifier où sont ces ghettos, lutter efficacement contre la discrimination, il faudrait faire des statistiques ethniques. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Question ouverte. Je n'ai rien contre les statistiques ethniques. Après, je ne vois pas le rapport entre mixité sociale, pauvreté et chômage. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des débats qui sont complètement différents. Lorsqu'on voit les signataires de la tribune, donc gens comme Clémentine Autain ou Alexis Corbière, je suis très sceptique
sur les solutions que ces gens-là vont proposer. C'est-à-dire que depuis des décennies en France, quand on est face au problème de la pauvreté ou des difficultés économiques, on a toujours la même solution, à savoir acheter la paix sociale avec toujours plus de subsides et d'État-providence. Or, on sait que si on veut mener une véritable politique de développement économique, il faut prendre le problème à la racine. Et donc, qu'est-ce qui cause la pauvreté? Qu'est-ce qui fait que la Seine-Saint-Denis n'attire pas suffisamment de capitaux pour élever le niveau de vie des gens? Qu'est-ce qui fait que les populations n'arrivent pas à s'insérer sur le marché de l'emploi? Donc, il faut se poser les conditions institutionnelles, tout ce qui relève donc des politiques réglementaires et fiscales pour attirer de quoi créer de la richesse sur le territoire. Et pour moi, la question de la mixité sociale, c'est un autre débat, quoi. Il est orthogonal à la question du développement économique. J'ai l'impression que vous parlez de la France comme d'un pays du tiers-monde, en fait, comme s'il fallait qu'on crée un développement économique qui n'existe pas, etc. Vous avez des populations qui ont besoin. Évidemment, en Seine-Saint-Denis, on n'a pas du tout besoin de statistiques ethniques, puisqu'on sait que la majorité de la population est d'origine immigrée ou immigrée. En fait. Donc on s'en fiche de savoir de quelle ethnie ils sont. On sait qu'il y a une concentration d'une population qui est culturellement différente, majoritairement, et qui a été entassée là. Et la question n'est pas de créer une politique économique qui n'aurait jamais été créée en Seine-Saint-Denis. C'est uniquement, à mon avis, l'arrivée de cette population en masse, en fait, qui fait qu'on ne peut pas l'intégrer sur le marché du travail. C'est pas parce que le marché du travail serait trop fermé qu'il faudrait l'ouvrir, en fait. On a très facilement intégré des tas de vagues migratoires dans le monde du travail à certaines époques. Donc je ne crois pas qu'il y ait de... C'était pas aussi grosse que ça et pas aussi concentré. Mais alors, pareil, je pense que nous devrions ensemble reprendre les chiffres de ce que représentait l'afflux de certaines... Non, je voudrais juste un mot important, parce que je pense qu'il est très important de croiser cette question de l'origine et cette question du chômage et de la pauvreté. Je ne pense pas du tout comme vous que ce sont deux questions disjointes, bien au contraire. Énormément d'études démontrent qu'il y a dans ce pays de la discrimination à l'embauche, de la discrimination dans l'accès au logement, etc., vis-à-vis de certaines populations. Un think tank qui s'appelle l'Institut Montaigne, qui se dit aussi think tank libéral comme celui dont vous êtes issu, avait publié il y a quelques années une étude démontrant qu'une personne ayant un prénom à consonance maghrébine, je crois que c'était ça le sujet, avait 4 fois moins de chances d'être reçue à un entretien d'embauche à formation équivalente qu'un petit Jacques ou Mathieu ou que sais-je. Voyez. Donc je pense que ces deux questions sont au contraire malheureusement très imbriquées. Et je pense qu'on en reparlera. Merci Mathieu Souquier. Un dernier mot de Lolo qui nous dit « Il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, venez dans les Hauts-de-France et vous constaterez le désastre ». On passe à un autre sujet. En ce moment même, Nicolas Hulot, le ministre d'État chargé de l'écologie, est en train de présenter un grand plan pour favoriser la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est le fait qu'il y ait toutes les espèces possibles. Alors qu'elles sont en train de disparaître. Et ce n'est pas seulement un problème de rhinocéros blanc. Pour cadrer le sujet de façon très concrète, écoutez ce qu'en disait ce matin Bruno David. Il était sur RMC et c'est le président du Muséum d'histoire naturelle. Nous avons besoin de la biodiversité. Nous ne sommes rien sans la biodiversité. Un simple exemple, nous abritons 2 kilos de bactéries sur notre corps et dans nos intestins. Sans ces bactéries, nous sommes morts. Donc on a besoin de la biodiversité, on se nourrit de la biodiversité, on respire grâce à la biodiversité. S'il n'y a plus de plancton dans l'océan, il y a moins d'oxygène, on ne respire plus. Donc vous voyez, on a besoin absolument de la biodiversité. Alors, il y a plein de mesures qui sont en train d'être annoncées par Nicolas Hulot. Il y a une possible augmentation du nombre de réserves naturelles en France. Il y a des mesures très concrètes, par exemple pour l'utilisation des plastiques. Vous savez que les cotons-tiges vont être interdits, mais aussi peut-être ce qu'on appelle les touillettes pour tourner son café, mais aussi les pailles en plastique. On vous pose la question d'ailleurs sur Twitter, est-ce que vous êtes prêt à abandonner le plastique? Et pour l'instant, vous nous répondez oui à 75%. Bravo pour cet esprit civique et écologiste. Sur le fond, Karl Meus, c'est un sujet très important et en même temps, Nicolas Hulot le reconnaît lui-même, tout le monde s'en fout. De moins en moins, je trouve. C'est-à-dire qu'il est obligé de dire ça pour montrer que voilà, il faut que c'est dur et heureusement qu'il est là. Exactement, voilà, ça c'est l'aspect politique. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de prise de conscience que voilà, les océans, on parle tous de ce continent de plastique dans les océans, de la biodiversité qui disparaît, et donc les gens ont pris conscience de ça. Le problème, c'est que Nicolas Hulot, il fait son plan à l'échelle de la France. C'est très bien, sauf qu'à l'échelle de la planète, la France, ça ne suffira pas. Quand on voit les images de ces fleuves dans les pays d'Amérique du Sud qui charrient des tonnes de plastique qui ensuite vont vers la mer, malheureusement, le plan Hulot ne suffira pas. Vous feriez quoi, vous, d'un point de vue
si vous deviez être en charge d'un plan pour la biodiversité, d'un point de vue personnel j'ai vu l'autre jour un député des Yvelines, Michel Viala, qui proposait de revenir au recyclage, de supprimer les bouteilles en plastique et de revenir au recyclage des bouteilles, comme faisaient nos parents, la consigne des bouteilles, et éliminer toutes les bouteilles en plastique. Le problème, c'est que économiquement, c'est compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup d'entreprises qui vivent de ça. Ben oui. Mathieu Souquier, vous faites quoi, vous, pour la biodiversité? Des ours, y compris dans le 9e arrondissement de Paris. Pourquoi uniquement dans les Pyrénées? Je n'ai pas d'idée très précise là, à cet instant précis. Mais non, je rebondissais sur ce que disait Karl Meus. Non, on peut penser global et agir local, y compris sur ces questions. Alors, j'enlève ma casquette de Fondation Jean Jaurès. J'ai été, dans une vie antérieure, aussi directeur d'une entreprise publique qui faisait de la gestion, de la production et de la distribution d'eau à Paris. Et alors, c'est très intéressant, mais donc un témoignage. Il y a quelques décennies, l'eau qu'on consommait au robinet à Paris, elle venait de sources situées à 100-150 km, en Eure-et-Loire, en Bourgogne, etc. Elle était naturellement potable. Le schéma d'alimentation en eau, aujourd'hui, il a été mis en place par le baron Haussmann. À l'époque, il était déjà très écolo, en fait, ce schéma d'alimentation. Aujourd'hui, l'eau de source, qui vient de ces zones que je précisais à l'instant, cette eau de source, elle n'est plus du tout potable, évidemment. Et la rendre potable, ça coûte quasiment aussi cher que de potabiliser de l'eau de Seine et de l'eau de Marne. Parce que la moitié de l'eau consommée à Paris, elle est pompée dans la Seine ou dans la Marne. Moitié eau de nappe, moitié eau souterraine, moitié eau de rivière. Et donc aujourd'hui, l'eau de source, elle est aussi polluée quasiment que l'eau de rivière. Pourquoi? Parce que 50 ans de politique agricole commune, de politique agricole extensive, de politique agricole polluante. Or, si on allait vers une agriculture un tout petit peu plus bio, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, on n'aurait pas ces pollutions, notamment des nappes souterraines, et donc en fait on réglerait une partie du problème à notre échelle. Voilà, parce qu'en fait le problème il doit se régler ici et maintenant chez nous aussi. Alors si on est tout seul, ça a moins de poids, mais en tout cas nous-mêmes on a nos responsabilités à assumer. Jacques de Guibon, c'est des sujets qui intéressent l'incorrect. Vous êtes le représentant d'une forme de droite écologiste, on pourrait dire ça? Oui, mais je pense que toute la droite devrait être écologiste de manière naturelle, parce qu'en plus c'est plutôt de ce côté-là que l'écologie est née, idéologiquement. Non, bien avant. Non, chez les même avant. Pétain, c'était la terre ne ment pas. Rien à voir. Chez les non-conformistes des années 30, des gens comme Jacques Ellul, etc., que vous devriez lire, voilà. Mais et donc c'est ça dont je me réclame, ou Ivan Illich, par exemple, aussi. Mais moi, je suis plutôt même presque décroissant, en fait, voilà. Mais si je devais... Pas qu'en immigration. Non, en tout, en fait. Voilà. Non, mais ça va ensemble, en fait. C'est totalement logique. C'est ce qu'on appelle les limites, les frontières, etc. En fait, voilà, ça polluerait beaucoup moins, en fait. Si, je vous assure. Quoi. Et concrètement, on pourrait faire sur les frontières. Non, le terme, non. Je sais pas. Moi, je forcerais tous les viticulteurs à faire du vin naturel, par exemple, parce que j'aime beaucoup ça. Ouais. Et ça ferait du bien. Non, mais je rejoins ce que vous avez dit sur la. C'est un gadget ou qu'il fait du bon boulot? Je pense qu'il pourrait faire du meilleur boulot, et notamment sur la question du glyphosate, etc. Je pense qu'il est un peu vasouillé, qu'il pourrait avoir un peu plus de courage, en fait, voilà, sachant d'où il vient en plus. Fergan Yaziari, votre point de vue sur ce dossier de la biodiversité? Alors, biodiversité, c'est un terme qu'on entend tout le temps, mais j'ai fait quelques recherches. Personne ne sait comment définir en fait la biodiversité. C'est-à-dire qu'on annonce des plans avec une ambition de révolutionner la nature. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez à des spécialistes en biologie, ils sont incapables de vous définir les contours idéaux de ce que devrait être une biodiversité, un environnement idéal. Donc on est là dans quelque chose qui est complètement arbitraire. La réalité, c'est que la notion de biodiversité, donc de contour idéal, cela relève d'une construction sociale, c'est quelque chose qui est très subjectif, qui dépend des cultures, qui dépend de l'appréciation individuelle et qu'il est vain comme ça d'arriver du haut de son administration et dire moi je veux faire de la biodiversité. Vous pensez qu'on exagère le problème? On exagère. Alors le problème, je ne sais pas, si, il y a des soucis avec des extinctions d'espèces, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas arriver du haut... sur 7. On ne peut pas arriver comme ça du haut de son administration et dire je vais révolutionner la biodiversité. La biodiversité en tant que telle, avec un grand B, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des biodiversités, il y a des environnements, il y a des écosystèmes. Et la question de la qualité d'un environnement, de l'équilibre, est un débat qui comment dire,
relève de l'appréciation subjective de chacun et qu'on ne peut pas arriver en disant la biodiversité. Vous qui êtes un défenseur talentueux du libéralisme, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on ne peut pas laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent, par exemple les agriculteurs utiliser des produits qui augmentent les rendements mais qui peuvent être mauvais pour la planète? D'un point de vue libéral, la question environnementale, elle se règle sur la question de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des principaux problèmes liés à l'environnement, c'est qu'on est très souvent confronté à des tragédies du bien commun parce que les ressources sont mal gérées, parce qu'elles sont collectivisées, parce qu'il n'y a pas de droit de propriété assigné sur telle ou telle parcelle qui fait que les individus ne sont pas incités à prendre soin de ce qui ne leur appartient pas. Donc il y a une solution qui est théorisée par de nombreux économistes qui consiste à dire pour notamment protéger les environnements, les ressources, les animaux, les espèces en voie de disparition. Une solution serait de mettre en place des mécanismes institutionnels relatifs à des droits de propriété pour inciter les gens à conserver ce qui doit être conservé, tout en ayant bien à l'esprit qu'encore une fois, les contours idéaux de la biodiversité ne peuvent pas être déterminés objectivement. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui disent on va interdire toute bétonisation pour protéger quelques espèces, c'est n'importe quoi. Quelques mots laissés à nos chers internautes. Lolo est décidément très actif aujourd'hui, qui nous dit supprimer le plastique, c'est bien, mais qu'en est-il des voitures électriques et des batteries? Tandis que la gauche nous dit la prise de conscience doit être mondiale. N'y a-t-il pas une différence de consommation entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique? On revient à Paris. Karl Meus, pour un petit mot de politique, on disait que Nicolas Hulot n'était pas très ravi au gouvernement. Vous pensez qu'il est en train de faire ses valises? On en est où là? Parce que d'une semaine à l'autre, on a l'impression qu'il a des états d'âme différents. Oui, tout dépend d'arbitrage qui peut gagner. Nicolas Hulot, c'est pas un politique comme les autres. Ce matin, dans Le Parisien, il est quand même assez clair à la question est-ce que vous prendrez des vacances cet été? Il dit les vacances, ça se prend l'été, mais moi, c'est pas avant 5 ans. Donc, a priori, il a changé d'avis par rapport à ce qu'il avait dit il y a un mois en disant je verrai cet été si je suis encore utile. Et a priori, là, ce matin, il dit je suis là encore 5 ans. On verra au mois d'août. Même sur un quinquennat suivant, puisqu'a priori, il n'en a plus pour 4 ans avec M. Macron. Donc, c'est une information. Ou avec un autre, il était déjà là sous Hollande, peut-être qu'il restera après Macron, même sans Macron. Il n'était pas ministre, c'est un homme de consensus. Les élus locaux le sont un peu moins consensuels, en tout cas les représentants de leurs associations. Vous savez, l'association des maires de France, mais aussi celle des présidents de départements ou de régions. Ils étaient conviés à une conférence nationale des territoires organisée par le Premier ministre pour parler notamment des relations entre l'État et les collectivités locales, et ils ont dit qu'ils n'iraient pas. Ils ne sont pas contents. Écoutez, Hervé Morin. Hervé Morin, c'est le président de la région Normandie et aussi le président de l'Association des régions de France. On a besoin d'innover, l'État est incapable d'innover. Oui. On a besoin d'agilité, l'État est incapable de pouvoir le faire. On a besoin de proximité dans l'exercice du pouvoir et non pas de systèmes centraux. Et on constate au bout du compte qu'il y a l'incapacité de nous écouter. Il y a le faux semblant de la discussion, le faux semblant du dialogue. Alors, on vous pose la question sur Twitter, les élus locaux ont-ils raison de se plaindre? Donc voilà, vous réagissez. Pour l'instant, la réponse est plutôt oui, c'est même de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers. Est-ce que c'est aussi votre point de vue, Karl Meus, ou bien est-ce qu'ils crient avant d'avoir mal, les élus locaux? Ils crient avant d'avoir mal et de devoir augmenter les impôts locaux, parce qu'il ne leur a pas échappé qu'en 2020 et en 2021, ils vont tous devoir être renouvelés. Donc, ça leur fait mal. Surtout, ce qui leur fait mal, c'est que ça arrive à un moment où on a appris que la dette de l'État, la dette continuait à augmenter, et donc que l'État n'avait pas diminué son endettement, et qu'au fond, ils avaient l'impression, ces collectivités locales, d'être ceux à qui on serrait la vis quand l'État continue à dépenser. Ce qui est amusant de voir, c'est qu'au fond, dans les 3 institutions qu'il y a là, ils étaient assez Macron-compatibles. L'AMF, les départements et les régions. Voilà. Dominique Bussereau, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il est plutôt dans un très bon état d'esprit. D'ailleurs, il quitte les Républicains. Il n'est pas Dominique Bussereau, c'est le président de l'Assemblée des départements de France. Des départements. Hervé Morin est un peu plus critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais enfin, c'est quelqu'un quand même... Les régions. Les régions et les centristes, c'est quand même quelqu'un avec qui, normalement, Emmanuel Macron pourrait travailler. Et François Baroin, certes, il s'est opposé à Emmanuel Macron au moment des législatives, mais il a pris du recul et c'est quelqu'un qui est très consensuel. Ces 3 personnes-là, au bout d'1 an
de gestion d'Emmanuel Macron, ils en sont à dire ce n'est plus possible. Jacques de Guibon, votre point de vue sur ce sujet, en ajoutant un point intéressant, c'est Johan qui nous dit ça. Oui, ils ont raison, Macron est farouchement parisien. Prenez l'exemple des 80 km/h. Oui, bon, les 80 km/h, je ne sais pas si c'est la question la plus passionnante en l'occurrence, mais évidemment, ça fait 30 ans qu'on fait des fausses décentralisations, qu'on leur impose des charges sans leur donner les moyens de subvenir à ces charges, que là, la disparition de la taxe d'habitation met les maires dans une situation impossible. Enfin, c'est compensé par oui, l'État. c'est compensé, mais c'est-à-dire qu'ils sont plus maîtres en fait de leur fiscalité locale. Et voilà, ça fait 40 ans qu'on le fait, et je pense que ces trois personnes que vous avez citées, si elles étaient elles-mêmes Macron-compatibles, ont derrière elles quand même, je suppose, quelques milliers d'élus qui, eux, ne sont pas contents en fait, et les poussent à aller se plaindre au gouvernement. Et Macron n'a donné pour l'instant aucun signe d'amour ce qu'on appelle les territoires, enfin, c'est voilà, des endroits soit ruraux, soit des petites villes, soit des confins de la France, en fait. Et je pense qu'il va, à mon avis, le payer s'il ne change pas sa politique là-dessus. Serkan Azeri, je vous soumets ce commentaire d'internaute. Ils n'ont qu'à limiter leurs dépenses, ce sont les élus locaux, ils n'ont qu'à limiter leurs dépenses inutiles, il y en a un paquet. Oui, peut-être. Alors, moi, je suis content quand même de voir ce sursaut girondin dans un pays qui est habituellement... qui est habitué à un jacobinisme qui, je crois, paralyse un peu notre pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans un processus de centralisation donc, fiscale, réglementaire, politique, et que cela se fait au détriment de la subsidiarité. Alors en France, on a longtemps sous-estimé justement le rôle de la subsidiarité et de la décentralisation pour garantir la qualité d'un régime politique. Quand on regarde d'autres pays en Europe, la Suisse, l'Allemagne ou autres, ce sont des pays qui sont généralement un peu mieux gérés, c'est des pays fédéraux, on peut le rappeler. C'est des pays fédéraux, tout à fait, où il existe une plus grande proximité des centres de décision vis-à-vis des citoyens. Et donc, on se rend compte que finalement, tout ceci accroît la qualité de ces régimes-là. Donc, ce serait peut-être bien qu'en France, on s'inspire de ces modèles, à condition aussi de responsabiliser les élus, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas à la fois donc, demander plus de responsabilité, plus d'autonomie fiscale, sans remettre aussi en question des mécanismes comme les péréquations qui parfois tendent à déresponsabiliser les collectivités les moins vertueuses au détriment de celles qui sont mieux gérées. Donc il y a, à mon avis, un gros travail à faire de ce côté-là. Mathieu Souker, c'est un jacobin, Emmanuel Macron ? En tout cas, il faudrait démontrer en fait les vertus comparées du système fédéral belge ou italien. Ou je ne sais pas s'ils sont tellement plus efficaces. Je ne sais pas s'ils sont plus décentralisés que le nôtre infiniment. Je ne sais pas s'ils sont tellement plus efficaces que nous. En tout cas, le trio Morin. Il y a moins de fonctionnaires, en tout cas en Allemagne. Le trio Morin, si ça, le trio Morin, Barouin et Bussereau signent une tribune dans laquelle effectivement ils dénoncent le pouvoir technocratique et centralisateur de Jupiter. Qui se trouve ne pas avoir été élu local avant. Parfois, peut-être être élu local avant d'être président de la République ou ministre, ça peut servir. Alors, malgré tout, Édouard Philippe a été député-maire et il y a deux poids lourds, soi-disant, dans l'équipe de Macron, que sont Gérard Collomb, qui s'occupe des territoires en tant que ministre de l'Intérieur, et Jacques Mézard, sénateur en tant qu'unien. Et il se trouve que les deux, manifestement, ont du mal à rallier les représentants des territoires à Macron, à Jupiter. Ce qui pose effectivement la question, me semble-t-il, de la politique territoriale du gouvernement, qui est un véritable impensé. Je pense que Macron a bien pensé la question économique. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, il avait pensé la question économique, il a pensé la question internationale, il a pensé un certain nombre de questions, mais la question territoriale, indissociable, me semble-t-il, de la question sociale, est un impensé total de sa politique. Qu'est-ce qu'il devrait faire, par exemple, pour les territoires qu'il ne fait pas ? Où est-ce qu'il est l'impensé ? Eh bien, je vous renvoie à une excellente autre note de la Fondation Jean Jaurès, dont l'auteur est Jean Viard, qui effectivement porte une politique disruptive des territoires et qui démontre bien qu'il y a en fait trois territoires. Il y a les métropoles, qui sont très imbriquées dans la mondialisation, qui en France pèsent quasiment les 2/3 du PIB. Ce sont les premiers de cordée, que Macron apprécie tout particulièrement et qui lui rendent bien, puisqu'il vote pour lui en général. Mais donc il y a les métropoles, il y a les banlieues et il y a la ruralité. Et la ruralité qui bien souvent éprouve un sentiment d'abandon très grand à 20 km d'une gare. Donc la question c'est comment est-ce qu'on refait société en reliant ces métropoles, ces banlieues, totalement oubliées aujourd'hui. Le plan Borloo, ça a fait totalement pchit. Alors, des annonces sont attendues pour juillet, mais enfin, pour l'instant, on est saisi de voir que le plan Borloo n'a rien donné, alors même que Macron était celui qui, contre Valls, il y a 2 ans, parlait des racines sociales du terrorisme. Et donc, sous-entendant qu'il fallait agir socialement dans ces territoires-là. Et la ruralité. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'en fait, on relie ces 3 territoires pour redonner une vraie dynamique collective. Comment est-ce que
les habitants des banlieues ont un droit d'accès à la métropole, à la culture de la métropole? Comment est-ce que les habitants des territoires ruraux ont un accès à la mobilité? Toutes ces choses comptent. À la culture aussi, d'ailleurs. À la culture aussi, bien sûr. Karl Meus, on va donner un scoop mondial pour les internautes qui suivent Point de Vue. Dans le prochain baromètre du Figaro Magazine, qui paraît vendredi, Emmanuel Macron, comme son Premier ministre, d'ailleurs, baisse de façon assez substantielle, on peut dire. Est-ce que c'est aussi à cause de cette accusation qui revient quand même régulièrement d'un pouvoir trop parisien qui ne s'intéresse pas au territoire? Donc ils perdent tous les deux 6 points, ce qui veut dire qu'ils arrivent dans la zone un peu dangereuse des 32-36% d'opinion favorable. Ce qui, ça ne va pas leur plaire, notamment à Emmanuel Macron, le rapproche dangereusement de François Hollande à la même époque. Ce qui quand même est assez savoureux quand on sait qu'il a fait exprès de prendre le contre-pied systématique de François Hollande. Mais voilà, au bout d'un an, il en arrive un peu au même résultat. Je pense que c'est une accumulation, c'est-à-dire que, je parle sous votre contrôle, mais quand toutes les études étaient faites, il y a une grande partie des Français qui disaient « on va attendre de voir ». Avant de juger Emmanuel Macron, il y a ceux qui étaient résolument opposés, ceux qui étaient farouchement favorables, et puis une grande partie, un marais disant on va voir, après tout, on lui laisse sa chance. Et là, ça fait un an, et au bout d'un an, au fond, une grande partie qui se disent non, ça va pas, le compte n'y est pas. Le changement, en quoi il y a eu du changement dans ma vie? C'est plutôt négatif, vous évoquez le 80 km/h, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire il faut peut-être relier les 3 territoires ruraux, mais pour le coup, les 80 km/h, c'est eux qui le payent plus que les métropoles, parce que de toute façon, en métropole, vous ne pouvez pas rouler à plus de 30. Et on mettra encore plus de temps pour rejoindre la gare. Merci beaucoup à tous les 4. On laisse le dernier mot à nos internautes, à Pat qui nous dit la suppression de la taxe d'habitation sera remplacée par d'autres taxes. Et Arnaud qui nous dit tout est géré de façon statistique par Paris. C'est une technocratie. Voilà, Point de Vue, c'est fini pour ce soir. Mais ça revient demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.